Je vais t'appeler Bastien. Non, John. Allez. Aujourd'hui, un format un peu particulier puisque j'avais envie de... Ça commence. Ok, on n'est pas seul, ça va? Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, un format un peu différent. J'avais envie de vous présenter un interview. Et nous allons aujourd'hui parler des légendes et des croyances des gens du voyage. Donc, je suis en compagnie de Anonyme, puisqu'on a décidé qu'on ne dirait pas ton identité. Alors, pour prouver qu'on est ensemble, on a dit, on se serre la main. Bonsoir. Salut. On se connaît déjà. C'est toi qui m'as proposé de discuter un peu des légendes et des croyances des gens du voyage, ta communauté. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est un format qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Pourquoi tu souhaitais rester anonyme? Pour certaines raisons que je veux rester anonyme, c'est par rapport à la communauté. Ce que je vais dire là pour l'interview, c'est quand même ancré chez nous et ça reste entre nous, logiquement. Ça reste entre nous, mais on a, on peut le partager, mais ça reste entre la communauté, quoi. J'ai envie que les gens apprennent nos traditions, nos légendes. J'ai envie qu'ils savent un peu tout pour nous connaître un peu mieux. Beaucoup de monde se pose des questions sur nous. C'est vrai que je me souviens par exemple du jour où je t'ai offert un couteau. En fait, j'étais partie en vacances, tu te souviens? Ouais, je me Et rappelle. j'avais envie de t'offrir quelque chose et je t'ai offert un couteau et là, tu as fait quelque chose. C'est encore une tradition, entre guillemets, je pourrais dire, des gens du voyage, Ouais. mais c'est une vieille tradition, mais très vieille tradition française. Quand quelqu'un nous offre un couteau, obligatoirement, on est obligé de lui donner une pièce. Et en fait, cette pièce, en échange de ce couteau, ça renforce le fil de l'amitié. Parce que si on donne pas cette pièce, il y a des fortes chances que le couteau coupe ce fil de cette amitié. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on donne cette pièce, pour garder ce lien. Et ça a été pour moi en tout cas la première un peu introduction à tes traditions en fait, à ce que vous pratiquez. C'est vrai qu'après on a discuté un peu et tu m'as raconté pas mal de choses parce que du coup on parlait de la chaîne aussi et des sujets que je traite qui sont parfois du domaine du surnaturel ou du paranormal. Et tu m'as expliqué que tu avais envie d'échanger des choses à ce propos. Chez les gens du voyage, pardon, on est des gens très soudés, que ce soit famille ou hors famille. Si on a des problèmes ou quoi que ce soit, ça reste dans la communauté, quoi. Et comment je pourrais dire ça, se délivrer à l'extérieur, hors la communauté, comme on dit chez nous, chez les gadgets. Mais en fait, précisément, gadget, en fait, c'est juste pour différencier d'une personne qui vit en maison et une personne qui vit en caravane, quoi. Ok, donc moi par exemple je suis une gadjo. Une gadji, Une précisément. gadji, Voilà, ok. précisément. Et c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour nous différencier, quoi. Ok. D'une personne qui vit en maison et une autre personne qui vit en caravane. C'est pas du tout dans la méchanceté, en fait. Et c'est vrai que on est assez discret sur beaucoup de choses. On est... Comment je pourrais dire ça comment je pourrais formuler ça? Sur certaines choses, que ça soit famille, problème dans la famille ou problème dans l'amitié, comme je t'ai dit il y a 30 secondes, ça reste entre nous. Les gens n'ont pas besoin de savoir notre vie. Ok. Parce que vous êtes une communauté aussi assez soudée par plus ou moins ce mode de vie. Tu Bien dis sûr. que moi, par exemple, j'habite en maison. Et vous, la communauté du voyage, du coup, vous habitez En caravane. en caravane. Ok, Exactement. ok. Donc à chaque fois, c'est des caravanes. Vous n'avez jamais des camions équipés, des vannes équipées. Ça reste des caravanes. C'est vraiment la formule traditionnelle. Traditionnel, c'est la caravane et le camion qui attelle la caravane. Ok. C'est vraiment dans la tradition. Mais maintenant, vu que le temps il change, on n'est plus dans les années 50, quoi, entre guillemets. On est en 2024, bientôt 2025. On se modernise, hein. Il y a des gens du voyage qui vivent en maison, d'autres ils ont des camping-cars aménagés, mais la plupart des gens, je pourrais même dire 99% des gens qui vivent en caravane, et dans l'eau il y en a qui ont des maisons, ils ont toujours leur caravane. Ok. Toujours. Ça se perdra jamais, ça c'est une certitude. Ok. Ce confort il est exceptionnel. Ok. Et là, justement, en caravane pour pouvoir voyager,
vous bougez. Ouais, Ouais. c'est Vous êtes, vraiment, c'est vous êtes vraiment tout ça. le temps sur la route, vous faites des arrêts, vous repartez, Bien c'est un sûr, peu ça? bien sûr, c'est exactement ça. Ok, ok. Et mais justement, en parlant de bouger, je sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais évoqué et on avait commencé à en parler comme ça, la légende des quatre chemins. Exactement. Chez les gens du voyage, quand on voit un 4 chemins, que ça soit une route, un petit chemin de prairie ou un chemin dans la forêt, jamais, 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 mais jamais, on ne s'arrêtera. Même que ça soit pour une nuit, pour une heure ou pour 2 heures, on s'arrêtera sur un 4 chemins. Il y a eu tellement de choses, pas de mon expérience personnelle, hein, de l'expérience des anciens, des histoires qu'ils ont racontées, qui font limite peur, hein. Moi, personnellement, quand je raconte ça, j'en ai un peu la boule au ventre parce que je voudrais pas que ça m'arrive. C'est des exemples. Un exemple, j'ai un oncle à moi qui s'arrête en pleine nuit en forêt. Bon, je sais pas ce qu'il foutait en pleine forêt en pleine nuit sur un 4 chemins. Voiture, dernier modèle de voiture, aucun problème, nickel. Il s'arrête sur ce 4 chemins. La voiture n'a jamais voulu plus démarrer. La voiture ne veut pas démarrer. Je trouve ça bizarre. Dans la communauté, on a assez débrouillard, question mécanique ou quoi que ce soit. Alors, il regarde le capot de la voiture. Bon, il n'y a rien qui déconne, tout est bon. Il a toujours essayé de démarrer la voiture. Était impossible à démarrer. Il a poussé la voiture hors du 4 chemins, pas grand chose, hein, 3 mètres. Il a remis un coup de contact et la voiture a démarré. Ça, c'est une des autres histoires. Après, une deuxième histoire que j'ai eue par les anciens. Une fois, il y a un ancien qui s'est arrêté dans un 4 chemins. Il a sorti dehors pour aller faire un petit pipi. Et quand il est rentré dans la voiture elle s'est mise comme si quelqu'un s'avait mis sur le côté et qui bougeait la voiture de tous les sens, quoi. Il a eu la peur de sa vie, voiture qui n'arrivait pas à démarrer, trop de contact, à la fin il a démarré, il est parti. Il est parti, il s'est arrêté une dizaine de mètres plus loin pour voir, et il n'y avait rien, pas de, comment je pourrais dire, ça aurait pu être un sanglier ou quoi que ce soit qui a qu'à rentrer dans la voiture ou se frotter à une voiture, parce que ça arrive souvent que les sangliers se frottent au véhicule, Ok. mais dans la forêt, pas de bruit, pas de branches qui cassent, pardon, pas de pas dans la forêt, rien, le silence radio. Et il a pris un petit peu peur et il a parti à fond, quoi. Et ça, de jour comme de nuit, il n'y a pas de différence. Les quatre chemins, c'est. Plus la nuit. Ok, Je vous cache pas, c'est plus la nuit ok, qu'il se passe des choses sur des 4 chemins. ok. Et tu. Ouais, toi, tu as rien vécu sur un quatre chemins. Non, parce que j'ai tellement peur des récits des anciens que j'y vais pas. Je prends pas de risque. Ok. Ouais, c'est comme d'autres personnes enfin, par exemple, ne pas passer sous une échelle, des choses comme ça. C'est Mais ça. là, on va dire que c'est un peu plus concret. Donc, par exemple, dans les témoignages, dans les histoires que vous avez, voilà, de véhicules qui redémarrent pas ou qui sont bougés. Qui sont bougés, exactement. Truc de fou. Et c'est que 4 chemins, ça le fait pas avec 3 chemins, Non, ni avec 5 chemins. non. C'est les 4 chemins. En fait, le 4 chemins, il est en signe de croix. Chez nous, chez les gens du voyage, on est extrêmement croyant. Dieu, Sainte, Jésus, Christ, la totale, quoi. Ok. Et en fait, le 4 chemins, c'est une croix, entre guillemets. Et en fait, pour ça qu'on s'arrête jamais au centre de la croix. Ouais. J'avoue que moi, un jour, je me suis retrouvée coincée en pleine nuit. Je me souviens plus si c'était 4 chemins, mais je me suis retrouvée coincée au bout d'un chemin comme ça. J'ai un peu flippé aussi, j'ai fait demi-tour. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout la légende des 4 chemins. Ça se trouve, c'est un 4 chemins et j'ai senti que ça pouvait. Est-ce que ça ne s'applique que à la communauté des gens du voyage ou est-ce que toi, tu penses quelque part que tous les 4 chemins, c'est comme ça? Qu'est-ce que tu en penses en fait? De mon point de vue personnel. Hein. Ouais. De mon point de vue personnel, ça peut arriver à tout le monde. Ok. Comment je pourrais dire? Une personne qui est... Comment je pourrais dire ça? Un peu plus large d'esprit. Un peu plus large d'esprit, qui croit et qui ressent certaines choses plus que d'autres. Il peut faire sa propre expérience sur un 4 chemins. Il sera jamais à l'aise au milieu d'un 4 chemins en pleine nuit. Il sera jamais à l'aise. Il se sentira observé tout le temps. Toutes ces choses. Donc toi, tu déconseillerais même, si je peux le dire comme ça, en fait,
pour toutes les personnes sensibles à ce genre d'énergie, de ne pas s'arrêter sur un cas de chemin. Donc on est sur quelque chose un peu de générique, comme si vous saviez et que ça soit une tradition qui se passe entre vous, mais qui peut concerner tout le monde en fait finalement. Bien sûr, Ok. je confirme. Moi là-dessus, je Si vous confirme. avez eu une expérience sur des cas de chemin, ça va être le moment de le dire en commentaire. C'est vrai que moi, je te dis, ça m'est arrivé une fois de nuit en voiture de me paumer, en fait, de suivre le GPS, comme ça arrive à tout le monde, et de me retrouver justement à un croisement de chemin. Je peux pas t'affirmer que c'était cas de chemin, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc pas bien, et j'ai immédiatement fait demi-tour, si ce n'est que je me sentais un peu perdue, mais j'ai immédiatement fait demi-tour. Donc, en fait, je vois un peu ce que tu veux dire par là. Et c'est... T'as d'autres légendes liées à la route, peut-être? Bah pour le moment, ça c'est une peur qu'on a chez les gens du voyage que je peux vous raconter par rapport à la bête du village. Ah. À la bête du village, et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Moi, de mon point de vue personnel, j'aurais pu le voir, Mhm. mais j'avais trop peur de sortir de chez moi pour le voir. Mhm. Mon père, lui, l'a vu. Mes oncles l'ont vu. Ok. Alors, je vais reprendre du départ, en fait. Ouais. La bête du village. Mhm. Principalement, chez les gens du voyage, nous, on l'appelle la bête du pays. D'accord. Mais après, il faut pas confondre aussi parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, chez les gens du voyage, il y a plusieurs communautés, ils prononcent le nom différemment. Ok. Chez nous, par exemple, dans ma famille à moi, nous, on l'appelle la bête du village. Mhm. Et en fait, je peux dire cette chose, quoi, entre guillemets, cette chose, en fait, prend forme de n'importe quel animal, en fait. Animaux, bref, Ouais. vous m'avez compris, quoi. N'importe quel animal. Et elle a un passage prédéfini, en fait. Elle a son circuit. Ok. C'est, je pourrais même dire un esprit qui est maléfique, quoi. Je pourrais même Ok. le prononcer dans ce sens-là. Mhm. Et il a un passage prédéfini. Et jamais tomber sur son passage quand il est là. Parce que vous vous faites agresser physiquement jusqu'au petit matin. Tu veux dire comme un circuit qu'il emprunterait? Bien sûr, il a un chemin, il a sa rue à tourner à droite, sa rue à tourner à gauche, Mais il non. fait le tour du rond-point, il reprend sur ses pas, c'est exactement, il a son circuit. Incroyable. Et donc, c'est pas forcément dans la campagne. Là, tu me parles de rue et de rond-point. Bah c'était une façon de parler rue et rond-point, mais Ok. principalement cette chose-là se trouve vraiment dans les anciens villages, dans les vieux villages. Ok. Par exemple, et que beaucoup chez les gens du voyage ont fait énormément les vendanges. Ok. Donc là, c'est les petits villages, Ok. dans les vignes. Ouais. Et beaucoup d'histoires s'est passé dans ces petits villages. Ces petits villages se faire poursuivre par cette bête. En fait, quand on lui coupe le chemin, elle nous poursuit pour nous faire du mal, quoi. Je pourrais dire du mal. Et si t'arrives à rentrer chez toi à temps, bah ça rentre chez toi à temps. On a déjà entendu des gens toquer tout autour d'une caravane. Mhm. C'est ces choses-là. Après, vous pouvez sortir dehors. Et il n'y a rien autour de la caravane. On a déjà vu des... Et donc là, pour vous, par exemple, dans ces cas-là, tu comprends en fait que c'est parce que vous avez croisé le chemin de la bête du village. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a une façon de connaître ce chemin ou c'est juste quand tu le Non, croises en c'est fait? juste quand tu le croises, tu dis, bah merde, j'aurais pas dû être là, quoi. Mauvais moment, mauvais endroit. Voilà. Et ça se déroule, principalement, ça commence vers les coups de tomber de la nuit, vers 11h30, Mhm. son début de passage. 11h30, c'est les récits des vieux, quoi, qui ont vu cette chose. Mm. C'était vraiment assez tard, jusqu'à 6h du matin. Dès qu'il y a le lever du jour, si c'est en hiver, vu que la nuit tombe tard, c'est 6h du matin. Si c'est l'été, vu que la nuit, le soleil se lève tôt, 4h30, 5h, c'est vers 3h, 3h30, 4h. Là, elle commence à rentrer dans son nid, quoi, je pourrais dire ça. Et cette bête prend toute forme. Elle prend toute forme. À la limite, métamorphe. Elle peut avoir la forme d'un chat, Mm. d'un chien, d'un chevreuil. Et par exemple, ça va être la même bête du village qui va prendre plusieurs formes différentes. Oui, Un jour, tu vas l'avoir en poule, un jour, tu oui, vas l'avoir en exactement. cheval. Et Exactement. tout ce que tu sais, c'est qu'en fait, tu sais que c'est la bête Oui, parce que elle est sur ce fameux chemin. oui, exactement. Et genre, ça peut t'arriver quand tu arrives chez des gens qui te disent attention à ce chemin-là, c'est le chemin de la bête du village. Ah oui, 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 je vous confirme. Bah, dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans la Marne, tout ça. Mhm.
Et bah, vu ils vivent en caravane, bah, limitrophe forêt, ville, ils sont un peu reculés tout le monde parce que, comme on en a parlé un peu plus tôt, le gens du voyage est assez discret, aime pas se mélanger aux gens. Alors ils préfèrent soit investir dans un terrain hors la ville, hors de ville ou de village, et être tranquille dans un coin. Mhm. Et vous voyez, en fait, on voit tout, en fait, on n'a pas d'heure, on se couche à pas d'heure, on observe, on écoute, on entend. Est-ce que vous êtes, je dirais peut-être par votre mode de vie ou par votre culture, un peu plus connecté à la nature qu'on peut l'être Bien quand sûr, on est sédentaire? je confirme, Ouais. je confirme, à 100%. Donc en fait, il y a quand même quelque chose qui est lié au rythme de la nature, aux bêtes présentes potentiellement dans la nature, qu'elles soient naturelles, parce que tu disais tout à l'heure, on sait que les sangliers se frottent aux voitures. Alors je suppose qu'en fait, s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont en ville, ça, ils ne le savent pas. Il faut quand même être à l'écoute de la nature pour savoir ça, pour savoir que les sangliers se frottent aux voitures, par exemple. Oui, ça a déjà arrivé, mais il y a quand même des gens qui sont au courant de ça, que les sangliers se frottent à la voiture pour se gratter, pour enlever le surplus de boue, ou des trucs comme ça qu'ils ont sur leur dos. Ok. Il faut vraiment des gens de la ville, je suppose et j'espère qu'il y a des gens qui connaissent un peu ça. Après, dans la campagne, il y a beaucoup de monde qui connaissent aussi, parce que vu qu'ils sont un peu dans la nature, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en maison, Hmm. ça sort en forêt, ça voit des choses, c'est un peu connecté, mais on n'a pas le même lien, parce que moi, personnellement, quand j'étais gamin, quand on partait dans le voyage avec mes parents, Mhm. on s'arrêtait en lisière de forêt. Première chose que je faisais, c'est de prendre mon opinel, aller, je courais dans la forêt, c'était cabane en bois, on cherchait des champignons comestibles, on ramenait J'adore. des champignons, châtaignes, vraiment cette connexion en fait. Oui, je pense que c'est lié au fait de vivre plus en ruralité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais pour ma part, je suis néo-rurale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai grandi en ville et j'habite depuis un certain temps en ruralité. Et c'est vrai que, enfin, moi, par exemple, le truc des sangliers, j'aurais jamais su qu'un sanglier se frottait une voiture. Non, vraiment. En venant de la ville, je ne savais pas. Et puis, c'est vrai aussi qu'en habitant en ruralité, je pense qu'on est aussi plus en contact avec la nature. Déjà, les rythmes de la voiture. Enfin, moi, j'habitais dans des immeubles. Donc, en fait, je t'explique, j'habitais dans une boîte. Je me trimballais dans une boîte, donc dans un RER, et j'allais travailler dans une boîte. En fait, j'étais dans des boîtes. Donc, en fait, le temps qu'il fait, la pluie, je, je m'en fichais, parce que je passais d'une boîte à une autre. Euh, la température, bah, si ce n'est qu'on met un manteau, tu vois, alors que depuis que je suis plus en ruralité, je me sens quand même plus proche de la nature et des rythmes naturels. Tu vois, par exemple, le fait on s'habille pas pareil, on va allumer la cheminée, tu vois, tout ça. Donc je pense aussi que le fait peut-être d'habiter... je pense que dans une caravane, tu es encore plus proche de la nature qu'en maison, en plus. Déjà oui, parce qu'on entend tous les bruits Ben oui, extérieurs. voilà. Et bah je pourrais te dire que c'est à peu près la même chose que toi, hein. Nous on est Hum, dans une petite boîte hum, avec 4 roues, hein. Mais hum, sauf qu'on a, au lieu d'avoir 20 centimètres de parpaing, on a 5 centimètres de cloison, quoi. hum, C'est ça la Mais tu disais différence. de toute façon tout à l'heure aussi que c'est tout confort. C'est c'est le luxe, honnêtement. Ok. Faut pas comparer tes caravanes de camping Oui, bien sûr. Oui. et les caravanes qu'on Mhm. vit dedans. En fait, Mhm. c'est deux mondes différents. Mhm. On a tout le confort nécessaire, sauf que c'est beaucoup plus petit qu'une maison, D'accord. tout simplement. Et du coup, par rapport à cette bête du village ou bête du pays, comme tu disais, euh, toi, tu as eu de nombreux témoignages. Est-ce que tu as déjà entendu en dehors de la communauté des gens du voyage des choses qui ressemblent? On parle par exemple, nous, sur la chaîne de la carte du surnaturel, on parle par exemple parfois de bêtes étranges, dogman, bêtes du Gévaudan. Non, là, il n'y a rien qui ressemble en fait. C'est vraiment cette bête qui a un chemin, qui a un trajet qu'il faut pas croiser. Il peut se passer quoi si tu croises le chemin de la bête du village? Te faire dérouiller toute la nuit. Quand j'y dérouiller, te faire agresser toute la nuit. Ah ouais. Toute la nuit pendant 1 heure ou deux, tant que tu arrives à t'échapper. Et en fait, pas précisément, en fait, c'est que tu te fais attraper par cette bête, Mhm. tu te fais agresser. Mhm. Mais une fois que t'as sorti de
son emprise, entre guillemets, de son emprise, tu dis c'est bon, je suis en sang, je suis défiguré, quoi. Mmh. Et en fait, non, tu peux te regarder dans une glace, vous avez aucune marque, il n'y a rien. Il n'y a aucune trace. Ah, c'est fou! Donc en fait, tu as une emprise, mentale, invisible, en C'est fait, ça. de la bête qui vient. C'est Waouh! exactement ça. Waouh! C'est encore plus flippant. Ouais, mais il y a tellement de choses et encore, je vois encore des anciens qui expliquent les histoires parce que la bête du pays aussi aime beaucoup s'en prendre aux animaux, aux chiens. Mmh. Les chiens, en fait, chez nous, les chiens, c'est entre guillemets, hein, c'est nos anges gardiens parce que c'est nos chiens. Nos chiens, quand on se promène la nuit, on a nos chiens. Mmh. Et nos chiens sont à côté de la caravane. Précisément, je sais qu'il y aura peut-être des gens que ça leur plaise pas que les chiens vivent pas à l'intérieur avec nous. Mmh. Mais nous, un chien, c'est un chien. On l'aime de tous nos cœurs. On en prend soin. Mmh. Mais il a sa niche, il a tout ce qu'il faut, il a tout le confort. Mais sauf, il est à l'extérieur. OK. Et le chien, en fait, chez nous, le chien, il a un sens que nous, on n'aura jamais. Il a un don de sentir le bien, le mal. Et n'importe quelle communauté chez les gens du voyage qui a un chien, c'est un exemple, une maison abandonnée, le portail il est ouvert, il y a un chien, un exemple, mon chien se met devant, il s'hérisse le poil, il grogne, je rentre pas dedans, je sais qu'il y a le mal à l'intérieur. Je rentre pas pour me promener avec mon chien juste juste la curiosité de voir une maison abandonnée. Non, mon chien il s'hérisse, il aboie, je regarde, il y a personne, il n'y a pas de bruit suspect, je reprends mon chien, je continue mon chemin. On se fie beaucoup aux animaux. À nos animaux. Oui, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, que vous avez un lien, je pense aussi un peu plus fort à la nature, aux animaux. Et quand tu te fais attaquer par cette bête, est-ce qu'il y a des formes comme un peu, je dirais, peut-être de prière ou de sortilège pour essayer de t'en sortir? Honnêtement, je pourrais pas te dire plus là-dessus. Ok. J'ai pas plus de renseignements que ça. Ok. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je sais que tu te fais dérouiller, quoi. Ça, c'est une certitude. Ok. Et Parce qu'on avait déjà parlé aussi, tu sais, que vous puissiez avoir des rituels, des prières. On avait parlé du feu, si tu te souviens. ah, du feu, alors là, ça, c'est une chose totalement différente. Il y a beaucoup maintenant. Honnêtement, ça se perd. Ok. Il y en a pratiquement plus. J'en connais juste une personne qui souffle le feu, et un autre que ça n'a rien à voir, mais il masse les nouveau-nés. Ok. Qui masse les nouveau-nés quand il a plus d'appétit, quand il a des coliques, c'est ça, si je me trompe pas, si ça se dit coliques, toutes ces choses-là pour faire partir, pour ouvrir l'appétit de l'enfant, pour qu'il arrête ses coliques, ouais. Ok. Bon, je vais revenir sur le souffleur de feu. En fait, précisément, en fait, c'est un ancien que ce soit par téléphone, que ce soit en direct, une personne qui est gravement brûlée ou brûlée, bah lui, il vient, que ce soit par son téléphone ou en direct, avec son souffle et des prières qui dit dans sa tête. Ok. Mais il te fait partir la douleur du feu, en fait. Il y aura toujours la marque de la brûlure, Ok. mais la douleur, elle disparaît. Ok, c'est l'équivalent des coupeurs de feu. C'est ça. On dit chez les énergéticiens ou chez les rebouteux, effectivement, il y a les coupeurs de feu. C'est exactement ça. Donc là, toi, tu appelles ça les souffleurs de feu. Ouais. Et je sais carrément qu'en fait, il y a des hôpitaux ou même des casernes de pompiers qui font appel, du coup, parfois à des coupeurs de feu pour des grands brûlés ou des choses comme ça. Et donc, vous avez la même chose et vous les appelez les souffleurs de feu. Exactement. Là, c'est trop beau. Et après, je reviens sur le deuxième point pour la personne qui masse les nouveau-nés. En fait, un nouveau-né, quand il a son 2-3 mois, parfois ça arrive que le nouveau-né, il a une très grosse perte d'appétit, qu'il ne mange plus, qui pleure tout le temps, qui a des coliques, qui a des vomissements. Et chez nous, ce qu'on appelle, c'est un enfant il se contracte. Alors qu'il se contracte, c'est-à-dire qu'il est toujours contracté, il n'est pas dans sa position naturelle de bébé. Il est serré, on dirait qu'il est contracté le muscle ou les os se contractent. Je pourrais pas te dire précisément quoi, parce que je suis pas docteur. Et en fait, grâce à ce monsieur, en fait, il faut que de l'huile d'olive. Précisément, il prend de l'huile d'olive, il se le met sur les mains. L'enfant, bien sûr, il est en couche, torse nu, et il récite les prières. Toutes ces prières en massant d'une façon bien précise.
bien précises du pied jusqu'à la tête, du torse, des côtes, le dos, la tête, certains mouvements à faire pour que l'enfant il se décontracte. Et avec toutes ces prières, une fois que c'est fini, l'enfant, vu qu'il est plein d'huile, le bain, logiquement, qu'il soit tout propre. Et j'ai toujours vu qu'après ça, 1 heure après, l'enfant il pleure, il donne son biberon, il Waouh. consomme son biberon, il n'y a plus de coliques, il n'y a plus de pleurs, quoi. Et cette personne qui fait ça, elle ne fait que ça, ou c'est peut-être une sorte de guérisseur, de rebouteux, il fait d'autres choses? Non, il fait que ça spécialement. En fait, chez les gens du voyage, les personnes Ok. qui ont ce don, nous on appelle ça un don chez nous, Ok. ça arrive pas à tout le monde. Ça arrive pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui font ça. Et c'est beaucoup les 2-3 générations en arrière des personnes qui ont 50, 60, 70 ans qui ont ce don. Maintenant, les jeunes de chez nous ne l'ont plus. Ok. Ne l'ont plus. Ça s'est perdu. Là, je sais que dans 50 ans, ça n'existera plus chez nous, le souffleur de feu ou le masseur. Ah oui? Ouais, ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, du fait que ça va disparaître? En fait, je suis dégoûté parce que les traditions, elles se perdent. Ouais. Les traditions, elles se perdent. La tradition, entre guillemets, j'arrive pas à prononcer le mot. Être solidaire entre nous. La solidarité. Voilà, exactement. Tout doucement, ça commence à se perdre. Ça se perd, ces traditions. En fait, on suit le mouvement, en fait. On suit. Tu penses qu'il y a plus d'individualisme, c'est ça? Oui, il n'y a plus de ce lien qu'on avait avant. Ça s'est perdu. On a toujours cette entraide très très forte. Parce que je peux te citer un exemple d'entraide. Tu peux être en panne avec ta voiture chez toi, c'est pas ton voisin qui va venir pour te donner un coup de main. Moi, chez moi, je rouvre le capot de ma voiture. En 10 minutes de temps, il y a 2-3 anciens qui arrivent. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un souci? Ouais, tiens, la voiture, elle démarre pas, quoi. Et arrivé là, on est à 4 sur la voiture en train de faire la mécanique. Il y a quand même ce réflexe, ce lien, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu as des pays où tu as encore des tribus, un peu, tu sais, des groupes identifiés, tu vois, qui sont solidaires les uns des autres, qui sont souvent familiaux et tout. Mais finalement, en France, on n'a pas ça. On a quelques régions où on parle de solidarité. Oui. Et finalement, au sein de la France, il y a vous aussi, qui avez encore ces traditions familiales de solidarité, de proximité, d'entraide. Je trouve ça assez intéressant. Je ne vais pas me permettre de dire que vous êtes une tribu parce que ça ne s'applique pas du tout. Mais il y a cette idée quand même de groupe assez soudé et finalement, on n'en trouve pas beaucoup. Alors écoute, j'essaye de réfléchir. Je sais que les Corses sont très solidaires, mais la Corse, c'est presque un pays, c'est une île, quoi, en fait. Et en France, je vois pas d'autres exemples de groupes qui ressemblent à ça. Et en fait, toi, ce que tu me décris, c'est un déclin un peu culturel des jeunes qui sont devenus plus individualistes. Exactement. Je pense au respect des anciens aussi. Le respect des anciens, il sera toujours là. Ouais, ok. Que ce soit les nouvelles générations ou pas, il y aura toujours ce respect de l'ancien. Un ancien vient prendre un café chez moi, il n'y a plus de chaise, je suis le seul assis, je suis le plus jeune. Automatiquement, je me lève, je donne la chaise. Même que je suis en train de boire mon café ou je prends mon petit-déj. Je prends mon bol, je le décale, je dis tiens, assis-toi, prends la place, prends ton café. Ouais, je te comprends complètement. Mais c'est vrai que c'est des choses que... En fait, le gens du voyage, on a gardé précisément les anciennes traditions françaises. Ouais. Même certains mots il y a 100 ans en arrière, on le dit encore. Ok. À une certaine époque, pour dire un pantalon, on disait une culotte. C'est vrai. Et les anciens disent toujours une culotte chez nous. Et on a toujours cette vieille tradition française, bien française chez nous. C'est vrai qu'on peut avoir des teints de peau bronzés, cheveux noirs, blonds aux yeux bleus. Comme moi, je suis bronzé, cheveux noirs, mais mon sang, c'est de l'Allemagne, et pays de l'Est. Hein. Ouais. Et pays de l'Est, ma grand-mère d'Allemagne, grand-père de l'Est. Et on est ancré, en fait, ces traditions. On a nos traditions à nous, on a les vieilles traditions françaises. La communauté, on est des gens qui est trop fiers de notre pays. On aime notre pays. Même si notre pays, parfois, nous fait du mal, nous
nous juge. Quand je dis dans le jugement, que ça soit dans le bien ou dans le mal, hein, nous juge sans nous connaître. Et il y a beaucoup de monde qui juge sans connaître les gens, en fait. Et s'ils apprennent à nous connaître un peu, ils pourront plus s'en passer de nous. Ouais, parce que... Je sais, moi je te connais, et c'est vrai que quand on n'en a pas forcément parlé quand on est rentré en contact, mais on se connaît maintenant depuis longtemps, puis au fur et à mesure, j'ai fait connaissance aussi. C'est vrai que en France, il y a encore des préjugés, c'est évident, mais que la France, de toute façon, il y a beaucoup de personnes très différentes et qui apprennent aussi à se connaître. Là, je trouve ça hyper intéressant que tu aies choisi, alors à travers ces traditions, à travers ces légendes, en fait, de venir partager un bout de ta culture. Je trouve ça super chouette. Et je pense aussi qu'à travers justement ces traditions et à travers nos cultures communes qui viennent se rencontrer à travers les régions, à travers les rencontres, c'est aussi une façon de pouvoir mieux vivre ensemble que de se dire tiens, chez toi c'est comme ça, chez moi c'est comme ça. Et c'est aussi à travers l'échange, en fait, finalement, que ça marche, ces rencontres-là, au-delà de certains... Comment dire, rester politiquement correct, mais je trouve que dans les médias, tu vois, et un peu les gens sur les réseaux sociaux, ils se divisent, en fait, ils trouvent des raisons de ne pas être pareil. Alors qu'en fait, là, ce qui est super intéressant, c'est où est-ce qu'on est pareil, en fait. On est, en fait, tout simplement, c'est que chez les gens du voyage, parce que je préfère préciser, on peut être de la communauté des gens du voyage, mais il y a certaines différences quand même. Oui, tu m'avais expliqué aussi qu'il y a plusieurs, pas les mêmes. il y a plusieurs communautés. Exactement. Et que par exemple, ce dont tu témoignes aujourd'hui, c'est ce que toi tu connais dans ta communauté. Exactement. Et t'es pas le référent de toutes les communautés des gens du voyage de France. Je préfère préciser. Des fois, s'il y a des gens qui écouteraient, qui font partie de la communauté. Ouais. Voilà. C'est ce que je dis, c'est que ça vient de chez nous, de notre famille à nous. Ok. De ma famille à moi, précisément. C'est cool. Et en fait, chez les gens du voyage, c'est que on aime parler. Ouais. On adore discuter avec les gens. Mais le seul défaut qu'on a, c'est qu'on se vexe très très vite. Ouais. Parce que les gens, ils ont des préjugés. Ils sont curieux, hein. Mais parfois leur curiosité est maladroite. C'est pour ça qu'on a un sale caractère. Ouais. Mais pareil, ouais, c'est vrai que quand les communautés se rencontrent, parfois ça doit passer par des questions stupides qui viennent aussi de préjugés. Mais bon, en avançant autour de ça, on finit par se connaître. La bonne vieille tradition, hein. Chez vous, comme les voleurs de poules, vous dites. Ouais. Les voleurs de poules, mais oh. C'est bon, on a changé, on peut s'en acheter au magasin. Est-ce que c'est vous les voleurs de petites cuillères? Moi, je ne les retrouve plus. Et les chaussettes aussi, toutes seules. Non, ça tombe bien, j'ai pas de chaussettes aux pieds. J'ai pas de chaussettes aux pieds, je crois que je les ai déjà. Ah non, moi j'ai un gros problème de... On retrouve jamais les chaussettes. Après, je reviens encore sur la communauté par rapport aux souffleurs de feu, aux masseurs. Et après aussi, on a quand même certaines traditions par rapport aux défunts. Oui. Oui, j'en ai déjà entendu parler, ouais. En fait, le défunt, chez nous, les défunts, on a un respect immense. On ne parle pas des défunts en mal. Une insulte par rapport aux défunts, entre nous, personne de la communauté, c'est signe de bagarre, de règlement de compte. Ça, c'est net et clair. Il y a tellement de respect et d'honneur et de principe pour les défunts que, entre nous, que ce soit gens du voyage ou personnes extérieures à la communauté, ça vient nous insulter sur nos défunts, c'est tout de suite, ça part en règlement. Ouais. Voilà. Et en fait, quand on a une personne décède qui est chère à notre cœur, nous on appelle ça un veillage. Un veillage, et pendant ce veillage, tout dépend du temps de la mise en bière et des étapes jusqu'à l'enterrement, quoi. Il y a minimum entre 2 et 5 jours de veillage. Alors le veillage, c'est en fait, on prend des bidons de 200 litres en métal, on met du bois, tout ça. On allume des feux de camp, entre guillemets, on peut dire des feux de camp dans les tonneaux, et toutes les personnes qui ont connu ce défunt, que ce soit famille, hors famille, ou même, j'ai déjà connu des personnes hors de la communauté gens du voyage, pour le respect de cette personne. Nous, on dit ça, en fait. Le respect de cette personne, le respect des gens
qui pleure la douleur de cette personne, mais on va veiller pour lui. On sera avec lui pour pleurer son malheur. Mhm. Et ça dure entre 5 et 6 jours. Ça, en fait, ça commence la plupart du temps des veillages. Tombée de nuit, on allume les feux jusqu'au petit matin. Et vous vous relayez, c'est ça, de Non, veiller? non, même pas. Après l'après-midi, il n'y a plus personne. Bah, tout le monde dort. Ok. Après, fait les préparatifs, pour l'enterrement, la mise en bière, les fleurs, tout le tralala. Et le soir, c'est rebelote. Mm. On rallume les feux. Mm. Comme je dis, ça dure entre 2 et 5 jours, en fait, le veillage. Ok. Jusqu'au moment de l'enterrement. Si l'enterrement dure 10 jours, il y a 10 jours de veillage. Si Mm. ça dure 3 jours, il y a 3 jours de veillage. Mm. Mais il y aura toujours un veillage pour une personne qui est défunte. Quand on lui donne une dernière veillée à ce monsieur, quoi. Ok. Ou à cette dame. Ouais, c'est bien pour aujourd'hui déjà. Pour une première introduction à toutes ces légendes. Mhm. Je ne sais pas comment ça va répondre au niveau de la communauté. On va voir. Laissez votre avis pour savoir si ça vous a plu. Est-ce que tu serais prêt à revenir pour une suite peut-être? Bah écoute, tout dépend de la communauté s'ils veulent avoir une partie 2 ou pas. S'ils veulent une partie 2, je pourrais prendre plus de renseignements à mes anciens, Ok. plus sur des trucs paranormaux qu'ils ont vécu. Ça, je pense que c'est ce qui plaît. Et je pourrais plus me renseigner. Ok. Des gens qui apparus devant d'autres personnes, un exemple. Oh wow. Mais prochaine, si mon père est d'accord, je viendrai avec mon père. Ok. Et t'es pas prête à entendre ce qu'il va entendre. Je pense que ça peut être hyper intéressant et ça fait un sujet intéressant pour les gens qui connaissent pas du tout. Et de toute façon, je sais qu'on a une audience de personnes qui adorent ce genre d'histoire. Donc pourquoi pas? Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super cool de se voir dans ce cadre-là, un interview un peu plus formel, alors que d'habitude on parle, on boit un café ensemble. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à voir si peut-être vous avez, vous, d'autres anecdotes qui changent. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces histoires? Et puis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!